Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Podcast hors série sur TLC, le dernier pay-per-view de la WWE, Tables, Ladders and Chairs. Donc des tables, des échelles, des chaises. Pour m'accompagner, pour donc vous faire le résumé, l'analyse de ce pay-per-view, le spécialiste du supplément, notre ami Yerem. Comment ça va Yerem ? Salut à tous et à tous. Écoute, ça va bien, ça fait très plaisir de te retrouver, Ringside. On est un peu une sorte de mur entre nous deux. C'est vrai. Naturellement, donc voilà. C'est la comédie de la vie, ça, qui nous sépare. Ouais, voilà, c'est ça. Ces semaines, mais on est très content de se retrouver. L'Ouest, voilà, les petits pois, les carottes. Voilà. Mais bon, ma foi, c'est un beau jour aujourd'hui. Oui, un beau jour, exactement. Heureusement qu'il y a ces tables, ces échelles et ces chaises pour nous réunir. C'est ça, voilà, un peu de violence, ça réunit les hommes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je vais déjà faire mon mea culpa, parce que sur l'émission de Raw, Catch Up Raw, qui a eu ce lundi, j'ai un peu oublié de parler du supplément et de ce hors-série concerné à TLC. Donc, je fais ici mes plates excuses. Tu passeras le mot à Giscal, si tu le vois. Et pour le reste, on va se lancer. Hein. Allez, alors, il faut bien. Hein. Où est-ce que ça se passait, ce TLC ? Tôt ou tard, il faut y aller, hein, effectivement. C'était à Dallas, au Texas. C'était le 4 décembre 2016 à l'American Airlines Center. Donc Dallas, hein, c'est bien le noyau de la plus grande zone métropolitaine intérieure aux États-Unis, car elle ne dispose d'aucun lien navigable avec la mer, mais en dépit de cela, son importance historique en tant que centre des industries pétrolières et du coton vient de sa position le long des lignes de chemin de fer. Hein ? Ok, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour votre prochaine partie de SimCity. Il faut reproduire Dallas. Voilà, des chemins de fer, c'est important si vous n'êtes pas près de la mer. Hein. Alors, on va rapidement parler du pré-show. Donc, qui voyait un 10-man tag team match opposant les American Alpha, donc Jason Jordan et Chad Gable, les Hype Bros, Mojo Rawley et Zack Ryder, et l'inimitable Apollo Crews, qui affrontait The Ascension, Connor et Victor, Connor avec un joli nouveau maquillage et une nouvelle attitude, les vaudevillains, Aiden English et Simon Gotch, et Kurt Hawkins. 12 minutes 04 ce match. On a en début de match une petite confrontation avortée entre les anciens partenaires Zack Ryder et Kurt Hawkins, hein, qui étaient anciens champions par équipe ensemble. C'est eux qui démarrent le match, mais finalement Kurt Hawkins préfère se retirer. C'est un match assez classique, hein, il n'y a rien de bien intéressant dedans, à part un beau superplex d'Apollo Crews sur Kurt Hawkins depuis le tablier du ring vers l'extérieur. Je donnerais un petit carton rouge à Mojo Rawley pour son Hammer Time là, qui est assez ridicule. Ah oui, vous pouvez le voir d'ailleurs en gif animé sur l'analyse sur le site des Cahiers du Catch. Hein. C'est ça. L'auteur a jugé de bon goût de mettre un gif animé du Hammer Time. Donc voilà. Des choses qu'on préférait rester dans le passé. L'exemple à ne pas suivre. Voilà, donc c'est la victoire des gentils, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc le grand amplitude d'American Alpha, évidemment. Ah oui. T'as quelque chose à dire sur ce pré-show ? Pas du tout. Rien, on passe. Oui. À part, peut-être Apollo Crews était assez ridicule quand il est rentré dans le ring. Ouais, la carrière WWE d'Apollo Crews est ridicule, donc c'était un peu symptomatique malheureusement. C'est assez triste pour l'instant, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Ouais. Un repackaging est important. Alors, faut savoir que ce soir, toutes les ceintures vont être défendues. Hein. C'est des ceintures tag team, la ceinture des filles et la ceinture, donc on s'appelle comment ? WWE World Championship. Ouais, celle-ci n'a pas changé de nom en fait. C'est ça. Parce que c'était pas World Heavyweight Championship avant ? Si, celle-ci a changé de nom en fait. Non mais tu as raison parce que même les catcheurs eux-mêmes ne donnent jamais le même nom en fait. C'est ça. Des fois c'est juste le WWE title, tu vois, genre le titre de la WWE alors qu'il y en a 8. Mais bon, c'est pas facile tous les jours cette histoire. Alors, pour démarrer le show, c'est bien le championnat tag team.
qui oppose la Wyatt Family, donc Bray Wyatt et Randy Orton, et en bord du ring l'ami Luke Harper, qui affronte donc les champions en titre, Heath Slater et Rhino. Donc c'est un match de 5 minutes 55, donc assez rapide. C'est Rhino, contrairement à l'habitude, qui débute le match. Il est dominé par Bray Wyatt, puis par Randy Orton. Le match est relativement court, ça se termine par une séquence qui prend son origine à l'extérieur du ring, quand Rhino tente un gore sur Orton. Ce dernier est poussé par Luke Harper, qui se mange le spear du Man Beast, donc à la place de Randy Orton. Il se sacrifie, Luke Harper. À son retour dans le ring, Rhino il cherche à se battre avec Bray Wyatt, mais c'est en fait Orton qui est toujours l'homme légal. Et Orton se glisse dans le ring, intervient et place un RKO, out of nowhere, comme à son habitude. 1, 2 et 3, et victoire de la Wyatt Family. Nouveau champion, la Wyatt Family, grâce à ce sacrifice en quelque sorte de Luke Harper. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cet honneur ? Alors, c'est vrai que c'était un... comment dire ? Ce qui était important, c'est l'histoire de la Wyatt Family, Heath Slater et Rhino, aussi bien, enfin, tout le monde s'en fout, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est fini, le public, les gens adorent Randy Orton dans la Wyatt Family, ça prend, mais un truc de malade. Le public adore, ils ont leur pause, donc ça c'est vraiment. Ça marche vraiment super bien. Le petit point que tu as noté, que j'ai trouvé le point le plus intéressant, c'est effectivement Luke Harper qui se sacrifie également, comme l'avait pu faire Randy Orton par le passé, pour aider, en tout cas contribuer à la victoire finale. Ça c'est plutôt intéressant parce que on jouait vachement sur les tensions un peu latentes qu'il pouvait y avoir entre Luke Harper, qui voyait d'un mauvais œil Randy Orton s'immiscer dans la famille. Visiblement, alors, soit on est toujours dans une espèce de mind game, méta mind game, où tout va se dévoiler à la fin, mais en tout cas, tout le monde a l'air sur la même longueur d'onde à l'heure actuelle. J'ai bien aimé Luke Harper. D'ailleurs, j'en profite là, mais d'après le site officiel de la WWE, les petits bonhommes là, ils font marcher la Freebird Rules. C'est-à-dire que Luke Harper également est champion. D'accord. Équipe. C'est ce que je me demandais, mais j'avais bien l'impression que ça partait là-dessus. Donc ils sont tous les 3 champions. Donc exactement. Voilà. Ce qui n'était pas forcément clair à ce moment-là, à la fin. Luke Harper, il avait déjà le doux sobriquet, le doux surnom de râtelier à ceinture, parce que visiblement qu'il est porté. Qu'il est porté. Moi, le match en lui-même, c'est vrai. Ils ont joué une autre partition, Slater et Rhino, comme tu l'as dit. Ça, c'était assez intéressant. Après, c'est vrai que ça arrive un peu tard. C'est ce qu'on disait avec l'ami Giscal tout au long des suppléments SmackDown. C'est qu'on les a un peu mis sur le côté, Slater et Rhino, et ça se dégonfle vite, l'intérêt du public pour ce genre de petits chouchous là, les outsiders ultimes. Si tu les vois pas toutes les semaines, puis il faisait pas trop illusion quand même lors de ce match-là. En face, grosse baraque, Orton et... Il y a un tel charisme en plus en face d'eux. T'as l'impression que ça y est, ça devient sérieux ce titre-là. C'est bien aussi de passer à quelque chose. Et puis Bray Wyatt, première ceinture, premier titre. C'est ça, premier titre de Bray Wyatt, effectivement. C'est pas trop tôt. Puis du coup là, on a une Wyatt Family avec Orton dedans. Luke Harper, on voit mal qui c'est qui va pouvoir aller les chercher. Là ça va être difficile, et puis à mon avis ils partent sur un règne assez long, parce que j'ai pas l'impression qu'on va jouer tout de suite la carte de la dissolution, de la trahison d'Orton. J'ai l'impression que ça va durer un petit moment, et puis c'est bien sympa parce qu'on risque du coup d'avoir une faction dominante dans ce SmackDown quoi. SmackDown aura aussi, j'ai l'impression, en vous écoutant chaque semaine, ils font durer un peu plus longtemps les histoires, quoi, toi. C'est les storylines, les rivalités sont plus longues, et du coup c'est vrai que je suis pas impatient qui ait un turn tout de suite, ou enfin une trahison, etc. Elle arrivera peut-être pas, mais voilà, on a bien commencé. Le match était pas dingue, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ce qui compte c'est l'histoire et la fin
la finalité de tout ça, quoi. Clairement. Ouais. Voilà ce qu'il en était pour cet opener. On enchaîne avec un match de haute volée, un no disqualification match, no DQ, pas de DQ, qui oppose Nikki Bella à Carmella. Depuis la séparation des brands, Carmella, elle n'a pas cessé d'attaquer Nikki Bella dans les vestiaires, à la télé, dans Talking Smack, chez le boucher, un peu n'importe où. Donc là, c'est le combat final. 7 minutes 56 va durer ce match sans disqualification. À son arrivée, Carmella, elle arbore un œil au beurre noir suite à son altercation avec Nikki la semaine dernière. Alors ça démarre par Carmella qui place un Hurricane Rana à l'extérieur du ring sur Nikki pour l'envoyer percuter les escaliers de fer. Ensuite, Carmella va rapidement utiliser un kendo stick. Elle va placer Nikki dans un triangle dont la sœur Bella va se sortir grâce à ce même kendo stick, donner un violent coup de kendo stick à Carmella. Ensuite, on écrase Carmella dans le poteau customisé, mais ça suffit pas. Donc, Nikki va devoir utiliser un extincteur pour aveugler la princesse de Staten Island avant de l'amener au milieu du ring et lui porter son TKO pour la victoire. Donc après le match, Carmella va prendre le micro pour annoncer que oui, Nikki pense que voilà, elles sont even, comme on dit. Mais en fait non, l'histoire est pas finie parce qu'en fait Nikki Bella pensait que c'était Carmella qui l'avait attaqué dans les vestiaires lors du Survivor Series, vu qu'elle se fait tout le temps attaquer par Carmella, ce qui avait empêché Nikki de participer au match Survivor Series. Mais là, Carmella nous avoue que c'est pas elle qui a attaqué Nikki Bella, mais c'est bien Natalya, qui apparemment est une bonne copine de Nikki Bella dans les Total Divas. Voilà, à la non-surprise générale, ce serait en fait Natalya qui aurait attaqué Nikki. Un rebondissement incroyable. Ah ouais. What a twist. Alors, quel twist. T'es sur le cul là. Ah ouais. Donc ça c'était un peu gênant cette promo post-match. J'ai toujours un petit peu de mal avec ces promos pendant les pay-per-view. Ils sortent d'un gros match, ils s'en ont mis plein la tronche et surtout pour balancer une vérité comme ça. Enfin, dévoiler ce que tout le monde savait. Enfin, c'est tombé un peu à plat. Maintenant. Le match en lui-même, moi j'ai bien apprécié ce match en fait. J'ai trouvé que les deux ont vraiment joué cette partition, vraiment d'entreprise de démolition quoi. Carmella, voilà, c'est pas, on est d'accord que c'est pas pour dire que c'est pas une grande catcheuse. Je sais pas si elle a une énorme marge de progression, mais voilà, elle a trouvé un registre qui lui colle plutôt bien, et Nikki en plus en face, enfin c'est le sparring partner idéal. Donc j'ai bien aimé la petite séquence de kendo stick. C'est pas forcément l'arme létale la plus appréciée de la communauté des fans, mais à chaque fois, quand j'y repense, à chaque fois je me dis ça doit faire quand même mal de prendre un bon coup comme ça de kendo stick. Ah bah ça doit fouetter un peu. Ça laisse des marques généralement. Donc c'est ça. Ça doit faire je mal pense que quand ça fait même, plus mal qu'on ne le pense. En tout cas, tu dois avoir des bonnes marques pendant plusieurs jours. Voilà. Moi après j'avais pronostiqué Carmella. En même temps, j'avais pronostiqué une victoire de tous les heels dans la soirée. Mais bon, du moment qu'elle reste à l'écran, enfin, pour moi, c'est une de celles qui a le plus de potentiel pour de la mid-card chez les filles, à SmackDown, il faut bien préciser. Chacun a sa place. Voilà. Bon, après, je sais pas si ça t'a emballé vraiment, mais c'était correct. Ouais, elles ont bien joué le jeu, elles ont joué la carte de la violence, donc c'était plutôt à propos pour un match sans disqualification. Après, c'est sûr que c'est pas les deux meilleures catcheuses du circuit. Carmella, elle a quand même ce petit truc au micro qui fait illusion, mais alors c'est effectivement la fin de match. J'aurais préféré une intervention de Natalya carrément. C'est un peu dommage de faire un truc sans disqualification puis qu'ils n'en aient pas profité pour faire intervenir quelqu'un et puis faire perdre Nikki, etc. On a un peu l'impression que tout ça c'est pour mettre en valeur Nikki et puis ça c'est un truc un peu dommage effectivement. T'as raison. Bon après voilà, pour
pour une affiche comme ça, on s'attendait pas à grand chose, et puis on a eu quelque chose de correct. Donc ouais, voilà, vaut mieux comme ça. Au moins, on s'attend à rien et en plus on n'est pas déçu. Donc voilà. Des fois, on demande pas grand chose, merde. Voilà. Après, il faut des matchs aussi comme ça où t'es pas obligé d'être investi dedans à fond. Oui. Pour faire un peu pour souffler un peu entre les gros matchs, parce qu'il y a quand même du lourd ce soir. Il y a du lourd qui arrive. Notamment ce qui suit. C'est pas n'importe quoi, c'est le titre intercontinental qui était en jeu dans un match de l'échelle entre le champion The Miz, qui est accompagné par la belle Maryse, et le challenger Dolph Ziggler, donc qui était champion intercontinental il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui avait perdu sa ceinture face au Miz grâce à une intervention de Maryse. Petit paquet retourné, on se souvient. Alors c'est un gros match, 24 minutes 59. Il y a évidemment beaucoup de séquences avec l'échelle, dont une où Ziggler prend son élan sur une échelle placée à l'horizontale dans le coin du ring pour placer une impressionnante descente du coude qui touche sa cible. Le Miz va travailler les jambes de Ziggy pendant tout le match. Il va finir par coincer la dite jambe de Ziggler dans l'échelle pour l'écraser violemment avant de porter la prise en 4 en intégrant l'échelle dans la prise. Donc à partir de là, Ziggler il va boiter tout le match parce qu'il sera vraiment atteint par cette violente prise. The Miz va enchaîner suite à ça avec un skull crushing finale écrasant la face de Ziggler sur l'échelle. Là le Miz va tenter de décrocher la ceinture, mais Ziggler fait tomber l'échelle sur lui. Il fait tomber l'échelle, et du coup le Miz reste coincé en haut, accroché à la ceinture, à environ 3 mètres du sol. Ziggler reprend l'échelle, il le frappe avec l'échelle, le Miz tombe et il se blesse au genou également, il se fait très mal en retombant. Donc là, à partir de là, le score est un peu égal, un partout, on a tous mal à la jambe. Et le match se termine par une séquence avec 2 échelles posées côte à côte. Les 2 montent en même temps. Ziggler réussit à faire chuter le Miz en enchaînant 3 coups de boule, mais le Miz réussit à revenir et il place 2 low blows sur Ziggy qui va retomber tout en bas, laissant au Miz la possibilité de décrocher la ceinture. Victoire du Miz qui conserve sa ceinture. C'est presque clean s'il n'avait pas tapé dans les bijoux de famille. Ouais, presque. Voilà. Mais qui est là? Oh, j'ai entendu toquer quelqu'un. Ça a toqué dans le studio. Qui cela peut-il bien être? On a laissé entrer encore n'importe qui. Oui, c'est ça, quelqu'un a laissé la porte ouverte. J'avais dit de fermer à clé pendant l'enregistrement. Mais voilà, mais c'est lui, il est tout beau, il sort de chez le coiffeur. Oh, qu'il est beau, ça te va tellement bien cette coupe. Comment vas-tu? C'est l'ami Giscal. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Et pourquoi tu as montré une photo de Enzo Amore au coiffeur? Je sais pas, je trouvais ça cool sur le moment et puis ça a l'air de bien lui réussir avec les filles alors. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. T'as pas encore écouté le. Si on t'invite à l'hôtel, fais gaffe quand même. Surtout si c'est un hôtel Sofitel. Oui, qui plus est, en effet. Bon, tous les auditeurs vont croire qu'on a vraiment un studio de professionnels et que nous sommes tous les uns avec les autres. Voilà, non, là, on avait réussi à monter l'illusion. Briseur de kayfabe. Quel shoot, une promo shoot de Giscal. Ah là là. Quel poulet. Écoute, on était en train de parler du leader match. J'ai entendu. D'accord. Eh ben, je vais donner encore la parole à Yerem et puis tu pourras donner ton avis. Évidemment, t'es pas venu là pour beurrer les tartines. Je suis un auditeur comme un autre. Voilà. Alors beurrer des tartines, on sait pas ce qu'ils ont fait effectivement là, nos 2 natifs là d'Ohio. Quel match. Même si moi ma hype était un peu retombée là, on sent vraiment c'est le dernier chapitre, donc déjà une bonne chose c'est que le Miz déjà sur le résultat, Miz conserve son titre, c'est bien, voilà, épilogue en tout cas de ce chapitre Ziggler. Et puis quel match. En fait, globalement dans
dans ce pay-per-view, on l'a déjà, on le reverra plus tard, mais ils ont exploité à 115% les stipulations. Je veux dire, là, il fallait vraiment aimer les échelles, quoi. Enfin, si t'aimes pas les échelles, si dans la vie tu n'aimes pas les échelles, il fallait vraiment pas regarder ce match-là, parce que ils ont vraiment été très imaginatifs, autant qu'on peut l'être, concernant l'utilisation des échelles. Donc, il y avait vraiment des spots assez fous. Et ouais, et en plus à la fin, alors je sais pas si je me suis fait un film, mais il y avait pas un petit clin d'œil au match par échelle, c'était Bryan versus Ziggler, c'était à WrestleMania, oui, c'était terminé en match de coup de boule. Ouais. Oui, c'est vrai, exactement, vrai. exactement. Donc là, je me demande si c'est pas un petit hommage, vu qu'évidemment il y a le Miz qui est impliqué dans l'histoire, où ils sont fait Pourquoi pas. Ouais, moi je vois des hommages partout en même temps. Bonne remarque, c'est possible. Voilà. Si, un remake de ce finish avec le mise en lieu et place de Bryan, c'est un truc qui, je pense, qui est pas fait à la légère. Hein. Non, quand on connaît, ils aiment bien faire des hommages, que ce soit à Bryan ou à CM Punk quand il est dans l'octogone. Mais ouais, quel match c'était super. Enfin, pas d'intervention. Attends, je dis pas de bêtises. Il n'y a pas eu d'intervention de Maryse. Non. C'était un peu la surprise. Voilà. On attendait, mais ce n'est jamais arrivé. Pas de Spirit Squad, comme ça. C'est vraiment terminé mano à mano. Alors, enfin, échello à échello. Effectivement, le dernier petit coup de roublardise à la fin pour remporter la mise, si je puis dire. Mais bon, en même temps, il fallait presque ça. T'as l'impression que c'est un peu obligatoire. Ouais, je pense que le Miz, il faut tout le temps qu'il gagne en trichant. Hein. Ouais, c'est fait tellement partie de son personnage. Ouais, tu as raison. Donc voilà, je sais pas. Du coup, Giscal, avec ta nouvelle coupe, est-ce que aérodynamique, est-ce que tes idées fusent? Moi, je partage carrément ton avis. Voilà, quel match. Après, comme toi, on en avait discuté la semaine dernière au supplément. La hype était un petit peu retombée parce que c'est difficile de faire repartir une machine après le finish qu'ils nous avaient proposé à leur histoire, qui avait été présenté comme un grand final, parce que voilà, le triomphe de Dolph Ziggler enfin, après des semaines et des semaines de tricherie, de roublardise, de coups dans le dos. Donc c'était terminé et c'est difficile de se remettre dans cette histoire, ce qui pour moi ça a un peu gâché mon expérience du match, qui était au demeurant excellent, parce que voilà, c'était un très bon match, mais j'avais du mal à m'investir autant que dans leur match à No Mercy, qui avait un enjeu, une aura absolument exceptionnelle avec ce côté, voilà, le titre ou la carrière. Tu peux pas faire plus que ça. Donc du coup, voilà, le Miz a gagné. Le Miz a gagné. Donc c'est vrai que on passe à autre chose, mais j'ai du mal à vraiment me défaire de l'idée que c'était peut-être un match de trop qui gâche un peu, je trouve, la fin d'histoire exceptionnelle qu'ils avaient eue. Donc voilà, c'était un peu ma réserve là-dessus. Après sur le match était excellent. Je suis comme toi, je suis ébahi à chaque fois sur les ladder matchs de leur capacité à se renouveler perpétuellement, à trouver des nouveaux spots. La prise en 4 dans l'échelle sur la jambe de Ziggler avait l'air absolument atrocement horrible. C'était super. Donc voilà, un match très inventif. Même si je tape un peu sur le booking, je salue le fait que le Miz ait gagné de manière quasi clean. Je pense que c'était bien qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure, parce que voilà, on l'a tellement vendu comme ce match c'est le dernier, quoi qu'il arrive. Ça aurait été trop frustrant, je trouve, pour le personnage en kayfabe de Ziggler ou le public de qu'il y ait une énorme gruge, un truc outrancier, parce que ça appelle toujours une revanche derrière. Là, voilà, il s'est fait sonner les cloches, pour ainsi dire. Et à la fin, je sais pas, t'en as parlé, Ringside, la petite provocation qu'il lance à Daniel Bryan. Non, j'en ai pas parlé. Post-match. Effectivement, ouais. Post-match, cette petite promo là où il se moque de Daniel Bryan, comme à l'accoutumée. Voilà, donc voilà, va falloir embrayer maintenant sur cette histoire. Mais voilà, écoute, excellent match dans lequel je suis jamais vraiment complètement rentré pour tout ce qu'on a pu dire. Ouais. Ça, c'est un reproche que j'ai aussi sur déjà à Raw.
c'est que les bookers, les scénaristes, ils s'endorment un peu sur le roster parce qu'ils ont tellement un roster de qualité que même s'ils font tirer les histoires en longueur, même s'ils font un match de trop, les catcheurs sont tellement talentueux qu'ils vont quand même au pay-per-view sortir un grand match. On va voir au final un bon pay-per-view, mais effectivement sur les storylines c'est souvent un petit peu trop long. Ouais, c'est vrai que ou alors trop rapidement booké. Ouais, t'as raison, c'est un peu ce qu'on peut qualifier à ce semestre là. Après, on fera un petit bilan peut-être à la fin de l'année, mais depuis le brand split, c'est vrai qu'on observe vachement ça effectivement, des catcheurs qui sortent le grand jeu, ça là-dessus. Enfin. On a très peu de mauvais matchs quand même. C'est ça, hein, les pay-per-view ils sont tous de qualité. C'est ça. La qualité du roster fait qu'ils peuvent pas se louper en pay-per-view en fait. Mais bon, il manque la petite étincelle. On en veut encore plus quoi. Mais après en même temps c'est en rodage hein, puisqu'il y a 2 fois plus de pay-per-view, il y a un brand split, donc laissons voir venir. Bon, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'était un très bon match, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu le match de trop, mais voilà, le talent est là. On enchaîne sur quelque chose qui était un peu plus anecdotique, mais qui finalement débouche je trouve sur quelque chose de plutôt sympathique. C'est un chairs match qui oppose l'affreux Baron Corbin à le petit luchador Kalisto, l'ancien champion US, two-time champion US. Alors aussi, hein, ça fait quelques mois, quelques semaines que Baron Corbin s'acharne sur Kalisto. Hein, il l'a violenté, il l'a limite plus que violenté dans les couloirs de. Nous n'irons pas dans les détails, s'il te plaît. SmackDown, pas trop profondément dans les détails. Pas trop profondément, on ne veut pas savoir. 12 minutes 54 d'un match très violent avec un Kalisto surmotivé qui réussit à malmener le géant Corbin en lui envoyant des chaises à la tête, en portant des descentes depuis la 3e corde, une descente à la Rey Mysterio sur le Baron là, qui traverse une demi-douzaine de chaises mises en place au milieu du ring. Il y a des Swanton sur les chaises, des Hurricane Rana sur les chaises, des Tope Suicida, dont un qui est contré par un Deep Six à l'extérieur du ring. Ça faisait mal ça. Ouais, ça faisait mal. Tout le match faisait mal. Hein. Tout ce déluge de violence se termine sur Corbin qui esquive un énième saut suicide de Kalisto en lui faisant manger une chaise. Le tout enchaîné sur le classique End of Days sur le tapis de chaise qui était disposé au milieu du ring. Donc voilà, là, le luchador il ne se relèvera pas. Compte de 3, c'est la victoire de Corbin. Voilà, grosse victoire de Corbin. Alors, bravo à JBL d'avoir spoilé la fin du match. Ah oui. Alors, c'est marrant que tu le vois comme ça, parce que est-ce qu'il a. Du coup, je me souviens plus forcément. Toi, j'ai vu que effectivement, tu avais ressorti ça, mais est-ce qu'il l'a pas dit? Parce que clairement, il était du côté du Baron. Est-ce qu'il l'a pas dit juste d'une sorte? Bon, l'issue est inévitable et Kalisto, de toute façon, a déjà perdu. Quand il l'a sorti, c'était style Kalisto n'a pas démérité, mais malheureusement il a perdu. Il était besoin qui l'ont rattrapé, mais c'est pas fini le match. Un petit spoiler de temps en temps. Ils sont restés, ils sont restés bien 5 minutes dessus à essayer de rattraper. D'accord. Phrase. Il n'arrêtait pas de dire je me suis emballé, machin. Ah oui, d'accord. Ah oui. Putain, John, merde. Mais oui, mais je le soupçonne de s'endormir 2-3 fois. Je pense qu'il. C'est pour ça qu'ils sont 4 maintenant à SmackDown, toi. Parce qu'il faut pouvoir rattraper. Parce qu'à mon avis, il a dû se manger lui aussi trop de coups de chaise dans la tête et il doit pas être tout le temps synchrone avec ses neurones. Mais voilà, donc une belle surprise ce match. Enfin, une belle surprise, ça pouvait donner du bon. Hein. Classique David contre Goliath. On va laisser la parole à Giscal pour changer un peu, pour commenter. Moi, je partage le côté belle surprise parce que si on m'avait dit que Baron Corbin versus Kalisto en chairs match pendant 13 minutes allait me faire kiffer, j'aurais pas forcément cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était une excellente surprise et un des très très bons matchs de ce pay-per-view. Surprenamment, parce que c'est une stipulation toujours un peu chelou. Moi, j'ai du mal avec ces stipulations. À part le ladder match, je trouve que toutes les autres stipulations qui impliquent du mobilier, on va dire, quand ça se borne à un seul type de mobilier, quand c'est du chairs match, du stairs match, du tables match, en fait, c'est une sorte de no DQ glorifié où les catcheurs se sentent obligés de se borner à un seul
un seul type d'arme, donc je trouve ça toujours très chelou, très bancal. Mais là, ça a plutôt bien fonctionné, et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était la violence de l'affrontement, c'était le selling de Kalisto, je sais pas. Et tout a plutôt bien cliqué, tout a plutôt bien fonctionné. L'histoire David contre Goliath était très bien fichue. Jusqu'à la grosse bourre de JBL, j'ai trouvé que les commentateurs justement remplissaient très bien leur rôle aussi de contribuer au selling du match, parce que voilà, Kalisto, grâce aux chaises, en fait, peut être au niveau de Baron Corbin. Il parlait du Great Equalizer. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est dans un match comme ça qu'il a peut-être une chance, parce que en force brute, il peut pas lutter, donc là, ça lui permettait justement d'arriver au niveau. Et puis finalement, voilà, ça n'a pas suffi. Baron Corbin qui était trop fort, et puis comme ce qui s'était passé au Go Home Show, finalement. Ok, une chaise, ça permet à Kalisto d'arriver à peu près au niveau de dégâts, mais une chaise dans les mains de Baron Corbin, ça fait trop mal, donc il a fini par le foutre par terre pour le compte de 3. Et donc voilà, c'était très bien fichu. J'ai passé un très bon moment devant ce match, donc je suis très agréablement surpris. Le meilleur match du Baron ? Oui, sans problème. Oui. Bon voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le meilleur match du Baron, et puis pas de botch de Kalisto pour une fois. Et ouais, peut-être le meilleur match de Kalisto, donc mais peut-être même le meilleur match des chaises aussi, toi. Donc tout le monde a vraiment donné des chaises. Ouais, les chaises ont fait un très beau boulot. Par contre, peut-être pas le meilleur commentaire de JBL, mais voilà. J'aurais bien aimé voir la Salida del Sol sur les chaises, mais elle est jamais passée, c'est dommage. Ouais. Finalement, peut-être un match historique. Allez, on enchaîne avec le championnat féminin. C'est un tables match pour le WWE SmackDown Women's Championship. Alexa Bliss affronte la championne Becky Lynch. 15 minutes 09 de match. Donc Becky Lynch va souvent passer à 2 doigts de la victoire en essayant de faire passer Alexa à travers les tables, mais Bliss réussit toujours à contrer les souplesses ou les différentes tentatives de Becky. À un moment donné, Becky Lynch se mange un DDT sur une table. Alexa Bliss de son côté, elle est prise au piège dans un disarmer qui inclut les pieds en fer de la table. Bliss réussira néanmoins en fin de match à placer Becky dans une powerbomb depuis le tablier du ring pour lui faire traverser la table qui était dressée en bas du ring, donc à l'extérieur. Donc voilà, surprise, Becky traverse la table, c'est la victoire de Alexa Bliss. La perdante, elle est interviewée quand elle essaie de rejoindre les vestiaires par la saignante Dasha Fuentes. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc évidemment, elle lui explique que c'est pas le moment de me parler. Je viens de finir le match, je viens de me bouffer une table. J'ai perdu la ceinture, je suis dégoûté. En plus, la meuf, elle l'attendait clairement sur le chemin, quoi. Toi, genre, elle pouvait pas l'éviter. La chance de ne pas s'en manger une. Mais après, elle se rattrape et dit: je suis fâché contre moi-même, pas contre toi. Mais quand même, en substance, c'était ça. Voilà, donc victoire d'Alexa Bliss. Yeram, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors, écoute, moi je suis ravi de la victoire d'Alexa Bliss, vraiment. On tarit pas d'éloges sur elle au supplément. Je pense qu'on a là la heel de SmackDown, la top heel. Le match en lui-même c'était bizarre en fait. Il y avait vraiment une espèce de flottement. On sentait qu'elles étaient un peu, je sais pas, elles ont peut-être un peu souffert, fait preuve d'un peu de naïveté, ou elles étaient un peu pétrifiées par la stipu. Il y avait vraiment c'était pas super fluide, toi. Ça manquait d'intensité vraiment. Mais en même temps, je me dis que depuis le début de leur rivalité, en fait, il manque encore, ça marche bien, tu vois, mais ça manque encore un peu de naturel. Après, elles ont une pression énorme, à mon avis, sur les épaules, c'est même sûr, parce que autant à Raw, il y a déjà, elles ont quasiment déjà la légitimité à peine en arrivant, autant les deux là, il faut tout construire en termes d'histoire, de ce nouveau titre et même de positionnement, le show, il y a beaucoup d'enjeux et après je me dis elles en ont encore les jours qui viennent, ça peut être que mieux en fait, voilà. Et du coup comment dire, ce qui est intéressant, c'est que le finish de ce match illustre bien justement, je trouve, cette impression que j'avais
où finalement, Becky Lynch, elle s'est fait avoir comme une bleue, quoi. Un petit peu. Elle était là, à la bord du ring. Il y avait encore une table qui attendait sagement. Et Alexa Bliss qui était positionnée entre les deux. Elle avait. Ça me fait penser à Cody Rhodes quand il avait battu le Big Show en le poussant et que le Big Show avait juste posé le pied sur la table et crac, quoi. Exceptionnel, ça. Voilà. Ou j'irai pas jusque là, ou un autre moment gênant avec John Cena, qui implique John Cena, mais et un rouquin. Mais mais voilà. Donc après, je suis super content du finish. Le match, voilà, après, ça c'est marrant parce que Giscal en avait parlé, je tarie pas d'éloge sur Giscal non plus, mais comme quoi cette stipu était peut-être un peu de trop, et après le match je me dis effectivement peut-être, effectivement que la stipu était peut-être un peu de trop, mais... C'est pas rien, un tables match pour les filles. Hein. Non. Il y en a eu à une époque, un match en équipe entre je sais plus qui, mais où la table était peinte, c'était assez nul. Ça n'a jamais quasiment été fait. Donc, se faisait passer à travers des planches à repasser, non? C'était ça, non? C'est fort possible. C'est des choses que je préfère. Malheureusement, c'est possible. Du coup, ton avis, Giscal. Voilà, je vais rebondir sur la conclusion d'IRM. Moi, je suis pas du tout fan de cette stipulation, encore moins des chairs match ou des stairs match et compagnie. Mais moi, c'est vraiment la stipulation que je déteste le plus pour le côté complètement fortuit et presque con du finish en fait, parce que ça vient presque toujours. J'ai pas en tête un tables match qui s'est terminé sur un move un peu décisif où tu vois que vraiment c'était vraiment la volonté de la personne qui va gagner de faire passer le perdant à travers la table. C'est toujours une étourderie ou une déconcentration, un truc comme ça. C'est toujours ça un tables match. Donc, je trouve ça en fait, dès le début, je suis biaisé sur ce match parce que je sais que ça va être un peu bancal et que ça va pas donner je trouve une belle histoire, un beau match, un truc bien intense. Donc voilà, je rebondis sur cette conclusion parce que je trouve qu'en effet la stipulation les a plus desservis qu'autre chose. La rivalité ne le méritait pas encore, je trouve. Elles n'ont pas encore ce côté presque viscéral, une haine viscérale entre les deux, quelque chose qui méritait une stipulation violente pour régler leurs affaires. Après, j'apprécie aussi la confiance qu'on leur donne de donner une stipulation parce que voilà, la pression est énorme. Raw met la barre très très haute avec Sasha Banks et Charlotte. Donc ils essayent de faire aussi un petit peu quelque chose à SmackDown. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé ce match. J'ai trouvé que vraiment la stipulation leur avait desservi. C'était le mauvais match à stipu pour moi où généralement on passe plus de temps à mettre en place des spots et à chorégraphier des choses. En plus elles ont vachement galéré avec les tables. Elles ont trop galéré. Becky Lynch a mis 10 plombes à comprendre que quand elle levait un pied là avec la petite cale en fer, la petite cale elle allait pas rester. Donc c'est ça, dès que c'est fait un peu de bricolage, il n'y a plus personne. Oui, voilà. Au bout d'un moment, ça faisait 6 fois qu'elle essayait. Je dis tu vas peut-être passer à autre chose quand même, parce que ton adversaire à côté là. Donc voilà, j'ai pas aimé. C'était pas rythmé, c'était pas. Il manquait un truc, c'était pas réaliste. Voilà, le disarmeur à travers la table était le seul spot, je trouve cool. Mais c'est tout. Donc après, au-delà de ça, je suis content pour la victoire d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle méritait. Beaucoup disent que c'est un peu tôt, mais bon. Peut-être un peu tôt. On va la crédibiliser carrément dans le. Je suis pas complètement fermé à quelques échanges de ceinture entre ces deux-là. Je me dis que c'est pas exclu. Oui. Si c'est la seule façon de la garder un petit peu dans un title picture, Mais bon, voilà. Écoute, ça fait plaisir et puis. On en reparlera peut-être du coup à SmackDown, mais c'est vrai que sa petite interview à Talking Smack après, ça touchait quoi, parce que voilà, elle était très émue. C'était assez drôle parce qu'il y a eu un Talking Smack juste après TLC où du coup elle était invitée et elle a complètement brisé le kayfabe. Elle remerciait ses parents. Tel le premier Giscal venu avouant qu'en fait il n'y avait pas de studio. Elle était au bord des larmes et tout, et c'était assez drôle parce que je pense qu'on a dû lui souffler dans l'oreille quand même que fallait pas qu'elle oublie qu'elle était heel et tout, parce que au bout de 10 minutes d'interview elle a complètement switché. Elle a dit oui mais bon au fait je ne dois rien à Alexa Bliss, à Becky Lynch pardon, je ne dois rien à Becky Lynch, c'est bien fait pour elle, je suis la championne
championne. Elle commençait à dire une adversaire valeureuse. Ah non, une grosse conne. Oui, c'était un peu spé. Non, elle pleurait, elle disait ma maman a pleuré. On aurait dit Bailey. Oui. Elle avait pas le même visage que d'habitude, quoi. Elle était souriante. Et, c'est un peu, c'est toujours touchant. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a deux types de fans de catch, ceux qui aiment bien les tables et ceux qui aiment pas. Ah merde. Moi, je suis pas trop je suis un peu comme Giscal, je suis pas trop fan de ces matchs de table, mais voilà, donc c'était un petit peu moyen. Qui gardent les tables pour leur émission de dîner de cons sur le network. Là. Voilà, exactement. Pour les émissions de Lucha Libre que personne ne regarde. Alors, on enchaîne sur le main event et on va encore parler de table. Hein. On va aussi parler d'échelles et de chaises. Donc pour le WWE World Championship, le champion AJ Styles affronte le challenger Dean Ambrose. Donc c'est aussi une rivalité de longue date. Hein, donc là, dernier rebondissement, AJ Styles a envoyé à l'hôpital James Ellsworth, le petit copain de Dean Ambrose. Donc là, Dean Ambrose n'est pas content, c'en est trop. Et puis de toute façon, il veut récupérer sa ceinture, hein, parce que ça va bien, 5 minutes. Donc, quand même, 31 minutes, 0,1 seconde de catch. Violent, spectaculaire. Donc on va rapidement glisser à l'extérieur du ring. On va aller se battre dans la foule. Dean Ambrose va piéger Styles dans une poubelle. Au retour, au bord du ring, Ambrose tente un saut depuis la barricade, mais il se mange un dropkick. Styles effectue un premier Stinger Splash sur la barricade, mais manque le second. Et Ambrose lui fait manger à son tour la barricade. Ambrose va en profiter pour monter à l'échelle, mais Styles le fait tomber. Il y a des coups de chaise, on fait passer Ambrose à travers une table qui était positionnée dans le coin du ring. Dropkick de Styles, mais Ambrose répond avec sa rebound lariat. On projette Styles à l'extérieur du ring, topé suicidal Ambrose. Donc là, Styles est sonné. Le Lunatic Fringe va ensuite placer Styles donc sur la table des commentateurs. Il place l'échelle sur la table et ensuite il monte tout en haut de l'échelle et il place une descente du coude spectaculaire qui touche sa cible. Donc là, Ambrose, il saisit sa chance d'aller décrocher la ceinture, mais Styles, il réussit quand même à se relever, il revient et il percute Ambrose avec un Phenomenal Forearm. Là, on se rend compte que Styles a un trou dans son pantalon, on voit ses fesses, le public rigole. Alors après, sa bataille dure, hein, malgré le petit trou dans le pantalon, on s'arrête pas pour si peu. Après sa combinaison Moonsault DDT à l'extérieur du ring, Styles va porter un spectaculaire Springboard 450 depuis la troisième corde, hein, jusqu'à Ambrose qui était allongé sur une table à l'extérieur du ring, hein. Donc imaginez le truc, hein, 450 qui s'écrase sur Ambrose, ça défonce la table. Et AJ Styles se mange un peu le sol. Apparemment, ce serait là-dessus qu'il se serait blessé, parce qu'apparemment il est blessé là, à l'heure actuelle. Mais bon, apparemment c'est pas trop grave, ne vous inquiétez pas. Ça donc, à partir de là, hein, quand même, Ambrose il est un petit peu dans les vapes. Styles monte à l'échelle, mais c'est là que James Ellsworth débarque. Le lutin sans menton. Styles descend pour le passer à tabac. Hein. Il va pas aller chercher la ceinture, il va d'abord exploser Ellsworth. Il l'envoie dans les escaliers de fer, il va le tenter de lui porter à nouveau le Style Slash qui a déjà envoyé Ellsworth à l'hôpital depuis l'escalier. Mais Ellsworth est sauvé par Dean Ambrose qui porte un Dirty Deeds sur le champion à même les escaliers de fer. Donc Styles est sonné, Ambrose va en profiter pour aller chercher la ceinture. Mais là, coup de théâtre, James Ellsworth ne l'entend pas de cette oreille. Il fait tomber l'échelle. Ambrose, qui était dessus, passe à l'extérieur du ring, par-dessus la troisième corde, et il traverse 4 ou 5 tables là, qui étaient disposées là. Carnage complet. Ambrose est knock-out. Il se relèvera pas. Et là, Ellsworth invite Styles à aller chercher la ceinture. Le champion ne se fait pas prier. Il monte. Victoire d'AJ Styles. Voilà, qui sera face à un Ambrose complètement
inanimé, qui ne bougera plus de son tas de bois. Énorme main event. Yerem, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, bof. Non, je déconne. Non, ouais, énorme. Alors, juste pour revenir là, rapidement sur Dean Ambrose, le caméraman n'aurait jamais dû le filmer à la fin parce que le mec, je sais pas, il avait l'air bien en fait au milieu de ses tables. Le mec, il venait de pulvériser les tables. Et il avait une espèce de petit sourire. Il avait les yeux à moitié ouverts comme ça, puis il regardait ce qui se passait. Un ravi de la crèche, tu sais. C'était assez étrange. J'ai pas fait gaffe. Il y a eu plusieurs plans comme ça sur lui où, je sais pas, il a pas vraiment vendu le fait qu'il devait être sonné, toi. Clairement, il était. Il gardait les yeux fermés. Oui, c'est ça. Surtout qu'à SmackDown, après, dans les montages, ils ont pris que des images où il a les yeux fermés. Donc, je sais pas, le mec a oublié que les caméras continuaient de tourner. Hein. C'est pas possible. Ça, c'est le problème du sens du détail. Exactement. C'est un peu symptomatique de Dean Ambrose. Kevin Owens qui veut. Exactement. Alors, à part ça, et à part un autre gros truc qui m'a fait quand même drôlement chier, et ce gros truc est tout petit en fait puisqu'il s'appelle James Ellsworth, et que genre mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici, on en reparlera, mais enfin aujourd'hui hein, évidemment. Non mais le match, la qualité technique du match, des spots, et moi j'étais plusieurs fois, je me suis levé de mon canapé rouge. Il est pas bleu. Bah, depuis que la dernière fois que t'es passé, non, j'ai dû changer. J'en dirai pas plus. J'irai pas plus profondément dans les détails, une fois de plus. Bref, ouais, la qualité incroyable. Vraiment, AJ Styles arrive à sortir le meilleur de Dean Ambrose. C'est un truc de dingue. Enfin, c'est, je sais pas. Le mec, et c'est pas le seul catcheur. Il y a pas que Dean Ambrose, mais l'alchimie entre les deux est énorme. Et je pense qu'elle est, évidemment, le crédit va principalement à AJ Styles. C'est l'impression que j'ai, toi. Mais toujours est-il que c'était un super match et était super à l'aise. Il y a eu des spots complètement dingues dont tu as parlé. Et voilà. Donc après, James Ellsworth. Non, quoi. Non, enfin, juste là, c'était la fois de trop. C'est... Voilà, on se demandait quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter, quand est-ce qu'on en aurait marre. Moi, c'est bon, là, j'en peux plus. Yeah. Déjà, le gomme show, c'était un peu limite, mais alors là, c'est fini. On pensait que c'était terminé, mais... En fait, non. Ouais, la faute de goût. Ouais, enfin, le mec s'était quand même tapé un sale splash depuis les escaliers. Enfin, tu le vends, ça. Enfin, le mec il est pas censé pouvoir se déplacer après ça, enfin. Et en plus, enfin, ouais, tout ça pour se coudre un scénario un peu, enfin, attendu derrière. On en reparlera pour le supplément SmackDown, mais ouais, ça m'a sorti du truc, quoi. Ça a gâché la fête, on va dire. Et d'ailleurs, toi qui as regardé, Giscal, qui a regardé le Talking Smack, je crois que c'est ce qu'a dit Daniel Bryan. Oui, à l'ami Ellsworth. Il lui a reproché d'avoir en effet gâché un match exceptionnel, parce que c'était un match exceptionnel. Et puis bah ouais, moi je suis comme toi en fait. Il m'a un peu gâché mon pay-per-view. Carrément. L'année foutue 2016 était déjà pas terrible. Mais alors là. Non, si, pourtant juste avant les fêtes. Non, mais il m'a un peu gâché la fête et ouais, j'étais vraiment perplexe après ce pay-per-view à savoir est-ce que j'aime pas. Je suis vraiment perplexe. C'est dommage que Raphaël soit pas là pour nous parler de Perplexity là, mais James Ellsworth, il y a vraiment sa place maintenant parce que je sais plus si j'aime pas ou si j'aime. Je sais que j'en ai marre, mais en même temps, il me fait marrer. Oui. C'est cool ce qu'ils font avec lui, mais voilà. C'est surtout lui qui est cool en fait. Ouais, c'est encore la même chose, même s'il book ça comme de la merde, il a aussi son talent, James Ellsworth, c'est-à-dire que ouais, parce qu'il quand est drôle. il vient, on rigole quand même. Ah, il est parfait dans son rôle.
est drôle, mais je pense moi aussi, je pense que j'en ai marre. Clairement, ouais. je pense que la date est passée. Voilà, on s'était gossé d'avoir eu raison au dernier supplément, dire voilà, on avait prédit la mort de James Ellsworth. En fait non, on s'est trompé. Le Messi n'est pas mort. Il est bel et bien là, encore pour un petit moment, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais oui, je trouve qu'ils auraient plus gagné à. C'est-à-dire que on va se marrer. Enfin, je pense qu'on va se marrer. Il va y avoir des petits moments rigolos. Il va y avoir des trucs sympas. L'histoire dans l'ensemble est plutôt bien écrite. Ça a du sens. Son segment à Talking Smack justifie plutôt bien ses actions. C'est un énorme débile. C'est pas un gentil, c'est pas un méchant, c'est juste un débile. Donc tout ça, c'est plutôt bien fait, mais on pourrait faire sans, en fait. Je pense qu'on pourrait faire mieux sans. On pourrait s'en passer. Donc ça m'a un peu gâché parce que le match, voilà, pour finir, parce qu'on va pas passer des heures, mais le match était exceptionnel. Et moi, sur ces matchs-là, j'aime bien souvent, prôner le fait que il faut être deux pour faire un excellent match. Et c'est vrai, il faut être deux pour faire un excellent match. Et j'aime bien souligner souvent le travail d'Ambrose qui peut être sous-apprécié. Mais là, vraiment sur ce match, je trouve que il faut juste saluer, s'incliner devant AJ Styles, qui a été exceptionnel. C'est lui qui a porté le match pour moi. Là, il y a même pas de discussion. Il a été fantastique. Ses spots, je sais pas s'il pourra bumper comme ça pendant très très longtemps, parce qu'il y a plusieurs moments pendant le match où j'ai cru qu'il allait mourir. Il a été fantastique. Vraiment, il a sorti un match gigantesque qui aurait pu être parmi les très 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 grands matchs de l'année s'il n'y avait pas eu ce finish un peu chelou. Donc voilà. J'avais annoncé que AJ Styles était le meilleur catcheur de l'univers avant. Toi aussi, quand il est arrivé en début d'année. Non, mais je pense que c'est le genre de match c'est un match qui reste assez anecdotique quand même, parce que AJ Styles, Dean Ambrose dans un pay-per-view propre à SmackDown, c'est pas non plus le plus grand match, mais je pense que c'est ce genre de prestation et ce genre de match qui contribue à lui forger sa légende, qui commence à déjà bien prendre forme à la WWE. Donc c'est vraiment un très très gros match qu'il a fait. Et le mec n'est là que depuis le Rumble. Il a fait l'année complète. Mais c'est déjà le patron. Mais c'est... moi, ça fait longtemps que je le suis, donc. C'est toi le stalker. Il a déposé une main courante. Mais à la TNA, il avait fait des matchs contre Kurt Angle qui étaient phénoménaux. Alors là, en plus, il a tout le dispositif de la WWE, donc c'est. Dont James Ellsworth. Bravo. Donc de toute façon, moi c'est même avec vous, c'est truc match phénoménal. AJ Styles top du top. Dean Ambrose qui suit bien la cadence, et mais oui, par contre, c'est certifié que c'est AJ Styles qui mène le match. C'est juste gâché par ce James Ellsworth, malheureusement, mais alors en plus ils lui ont signé le contrat, donc je pense que on risque de le voir pendant un moment. Donc c'est rigolo, mais ça n'a rien à faire dans le main event. C'est ça qui est problématique. Ça aurait tout aussi bien fonctionné avec le Miz, par exemple, ou quelque chose comme ça, avec Ziggler. Ils auraient pu faire la même histoire avec Ziggler, le Miz et Ellsworth. Ou au moins s'arrêter plus tôt, quoi. C'est surtout ça. C'est ça, en fait. Parce que je trouve que c'est néfaste quand même de faire passer les deux qui sont dans le main event, Ambrose et Styles, au second plan, à côté d'Ellsworth. Sur la longueur, c'est pas... Ce qui est gênant, c'est de donner à James Ellsworth les clés de l'histoire, les clés de la fin. C'est lui qui décide. Tu peux le faire en milieu de carte, mais sur le main event, c'est un peu... Quand il reste juste un outil dans l'histoire, genre Ambrose qui se sert de lui, ou AJ Styles qui se sert de lui, ok, mais c'est vrai que le fait qu'il puisse décider un match comme ça, c'est peut-être trop... C'est compliqué comme situation, parce que ça marche bien, le public, ça marche, mais c'est pour ça que je suis perplexe. Je sais pas quoi en penser de ce truc. Ça risque de redescendre assez rapidement, je pense, quand même. Tout ce qui monte vite redescend aussi vite. Voilà. Ça, c'est dur. Alors, il est quelle heure? C'est l'heure du mot de la fin. Bah oui. Alors une note, mais aussi un top et puis aussi un flop dans l'ordre que vous souhaitez. Yereb, vas-y, à toi l'honneur. Mon top, c'est le Baron.
Voilà. Vive le Baron. Vive le Baron. Plus généralement, plus global, c'est leur match, parce que c'était le meilleur chairs match que j'ai vu de toute ma vie. Donc, voilà. À partir de là, c'est difficile pour moi de pas mettre un top. Voilà. Donc ça, c'est mon top. Et mon flop. C'est un peu. Du coup, je vais en faire un plus facile. C'est James Ellsworth. Boum, voilà, comme ça, moi, c'est fait. Bam. Allez, démerdez-vous maintenant. Et ma note, je dirais quand même un 4, un bon 4. Un bon 4. Parce que, c'est assez généreux, j'avoue. Mais voilà, le Baron vaut au moins 1 ou 2 points, donc. Voilà. tu assumes, hein, puis c'est tout. Le lendemain de soirée va être difficile. Pourquoi j'ai mis un 4 Mais c'est que je vais faire maintenant. Comment tu vas faire les prochains pay-per-view? Quelle réputation. 4,25. Bon. Giscal, dis-nous tout. Alors, moi mon top, je vais le donner à AJ Styles parce que voilà, je pense que il faut à quelqu'un comme moi qui le connaissait pas avant, je me dis qu'il faut que je lui donne mes tops et tout pour montrer peut-être à quel point il est talentueux, parce que je me dis, moi il m'a vraiment conquis sur cette année et ce match vraiment parachève une année 2016 juste hallucinante. C'est le genre de match, je crois que je l'avais déjà dit plus tôt dans l'année au sujet d'un même match de AJ Styles, mais c'est le genre de match qui me fait regretter finalement de ne pas avoir enlevé mes œillères peut-être plus tôt sur ce genre de catcheur, parce que c'est exceptionnel. Donc il a fait un match de ouf et je peux même mettre mon top sur ce springboard 450 splash à l'extérieur du ring là, qui est démentiel. Je me suis levé de mon canapé, j'ai dit non mais ce mec est fou. Donc voilà, c'est mon top. Mon flop, je vais le donner malheureusement à contre-cœur à Alexa Bliss et Becky Lynch pour leur match extrêmement moyen que j'ai trouvé que c'était le moins bon match de la carte. Et vraiment, j'aurais pas parié là-dessus. Je sais pas ce que vous avez dit avant que j'arrive sur Nikki Bella et Carmella, mais je trouve que... On parlait de cette histoire de coupe de cheveux, la nouvelle coupe de cheveux que t'allais avoir. Jamais on aurait pensé que t'aurais choisi celle-là. Hein, dans leur style à elles, j'ai trouvé qu'elles avaient fait un match beaucoup plus efficace et beaucoup plus sympa que Becky Lynch et Alexa Bliss. Donc voilà, ce sera mon flop de la soirée, c'est un peu dommage. Et puis ma note, moi je vais mettre que 3,25. Mais alors, pourtant, il y a eu des beaux matchs. C'était un beau pay-per-view, je peux pas dire le contraire, mais. J'ai merdé en mettant le 4, c'est pas possible, attends. Mais en fait, ce finish, ce finish m'a complètement gâché mon main event. Ah ouais, t'en es pas sorti, quoi. En fait, ça m'a gâché mon impression d'ensemble. Alors peut-être qu'il faudrait que je revoie un petit peu les temps forts. A posteriori, mais le foie gras n'aura pas le même goût cette année. 3,25 à la fois pour les petits loupés et puis à la fois parce que j'avais un peu l'impression que dans l'ensemble c'était, mais on se l'était dit, hein, mais c'était un peu le pay-per-view des matchs de trop dans pas mal de rivalités. Et du coup, j'ai pas autant apprécié que peut-être que ça aurait pu l'être. C'était un super show de catch, mais peut-être pas un excellent pay-per-view. Ok. Mais bon, 3,25 c'est bien, quoi. C'est bien payé aussi. Bon, alors, et notre animateur, alors qu'est-ce qu'il en pense? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mon flop, alors pour pas faire des redites, je vais mettre ça sur les segments et les interviews après match, notamment celui de Carmella là, qui est assez mal placé, hein, le dernier rebondissement final, et puis l'interview de Becky Lynch là à la fin qui concernait les femmes à chaque fois. Ouais, c'est ça. Allez, les femmes dans son ensemble. Allez. Les femmes non, j'apprécie la division féminine. Surtout Maryse. Surtout Maryse, oui. Le top, le top, je suis obligé d'aller sur AJ Styles, hein, je suis désolé. Ah bah, y a pas de mal. Voilà, le 450, c'est juste... voilà, comme tu as dit, moi aussi j'ai fait un bon... incroyable. Hein. Alors, incroyable. Et la note, je vais mettre un 3,5. Voilà, c'était quand même spectaculaire. C'était pas, pour moi c'était un bon pay-per-view quand même si c'était un petit peu mal. Si j'aime cette soir, il fait chier quoi, c'est ça l'histoire, et puis que il y a peut-être eu un petit peu de
Un petit peu de trucs moyens chez les filles, mais c'est pas non plus des purges sans nom, quoi. Voilà ce qu'il en est de ce pay-per-view TLC 2016. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. Venez aussi vous inscrire sur les Cahiers du Catch. Pensez à vous abonner, à nous mettre des 4 étoiles sur... des 5 étoiles, pardon. Lui. Si vous voulez un rond, mais à ce moment qui l'a briefé? C'est pas possible. Ils font des 5 étoiles maintenant. Voilà, on a un Facebook. On a un Facebook Catch-Up CDC. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir dessus. Il se passera peut-être des trucs dessus. Oui, si pour vous un Facebook c'est Internet. Voilà, que ça. C'est ça. Amusez-vous, mettez des trucs, des gifs, des machins. Et il y aura peut-être un jour à Twitter s'il y a du succès. On sait pas. Voilà. Et ben écoute, Yareb, je te remercie. Merci à toi. Hein. Bah, écoute. Bon vieux Giscal, merci aussi beaucoup d'avoir débarqué, malgré ton emploi du temps chargé. Oui, merci. Écoute, merci à toi d'avoir présenté ce pay-per-view SmackDown. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous en voue. Du verbe envouer. Vous toi-même, oui. D'accord. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Attends, j'ai ma mère au téléphone. Ah. Oui, maman.